Et bonjour à tous. Ce matin, on se retrouve avec Laurent Ozon, qui est souvent invité ici et qu'on apprécie, pour un livre qu'il vient de sortir aux éditions Géopolitique Profonde, Les néoconservateurs, une élite impériale. Alors, c'est une prouesse que tu as fait là, Laurent, c'est-à-dire résumer dans un petit livre l'ampleur de ce qu'est ce mouvement néoconservateur, les origines à nos jours, en expliquant finalement ce que cela signifie. Alors, pour nos auditeurs, d'abord, d'où est venue l'idée de faire un peu ce guide de la pensée et du courant néoconservateur et qu'est-ce que tu en as retiré? Mais d'abord, l'idée derrière le livre. Bah, la première idée, c'est que d'une façon générale, on est dans une période où les gens, à force d'échecs et d'impuissance des politiques, se posent des questions. C'est-à-dire que quand ils voient des gens faire des conneries une fois, ils se disent bah, il était con, il était mauvais, puis on en prend un autre, puis on s'aperçoit qu'il fait à peu près les mêmes conneries. Et puis ça fait quand ça se reproduit un certain nombre de fois, au bout d'un moment, les gens commencent à se dire que bah, c'est pas forcément une connerie, ça doit correspondre à une logique qui leur échappe. Et donc, dans l'opinion publique, toute sensibilité confondue, il y a cette idée progressivement qui s'est installée qu'on ne pouvait pas en fait compter sur je dirais le théâtre politique pour non pas qu'il n'y ait pas d'opposition, non pas que ça soit tous les mêmes, non pas que etc. etc. Je suis pas en train de dire ça, mais globalement, s'est installé globalement l'idée année après année que ce qui échappait, en fait, ce qui ne paraissait pas logique, ce qui ne correspondait pas à nos intérêts, devait correspondre à d'autres intérêts, et que si ça n'était pas logique pour nous, du moins si on considère que les politiques sont là pour servir les intérêts de la population, ça correspondait peut-être à des intérêts ailleurs. Et donc, depuis maintenant 2-3 décennies, comment s'est installé de plus en plus largement, et avec le développement d'Internet, évidemment, de façon beaucoup plus rapide, dans le grand public, cette idée de s'intéresser un peu au-dessous des cartes, c'est-à-dire de s'intéresser à ce qui est une évidence pour tous les gens qui sont des acteurs de la politique, à bon niveau. Hein, je ne parle pas du député RN de base ou LFiste de base, je parle des gens qui font la politique depuis un certain temps, qui connaissent les dirigeants et voilà, qui savent comment ça se passe. Et donc l'intérêt de parler des néoconservateurs, c'est quoi? Bah, c'est d'apporter, je dirais, ma petite pierre à l'édifice au travail de déniaisage, de déniaisement de la population, dont je fais partie. Globalement, je me suis aperçu d'une chose, c'est que c'était un terme néoconservateur qui était utilisé très fréquemment. Beaucoup. Mais que personne ne savait exactement ce que ça voulait dire. Voilà. Non. Et alors, il y a un indice quand même sur la couverture, c'est qu'on peut dire que c'est une histoire d'étoiles, hein, puisqu'on a l'étoile du drapeau américain, l'étoile du drapeau européen et l'étoile juive du drapeau d'Israël. Et c'est vrai que l'histoire des néoconservateurs peut surprendre parce que l'origine, en fait, de ce mouvement trouve sa racine dans des trotskistes ashkénazes qui ont fui le régime de Staline. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Oui, bon. On va faire, là aussi, faut le faire un peu simple, mais disons que au départ, des néoconservateurs sont qualifiés très tardivement de néoconservateurs. C'est un mot qui va apparaître dans les années 70, mais existait avant que le mot n'existe. Bon. Et de quoi on parlait? On parlait d'une gauche alternative, d'une gauche différente. On parlait de libéraux conservateurs ou de libéraux alternatifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on désignait par là des gens qui, globalement, ne suivaient pas la voie, entre guillemets, de la gauche, c'est-à-dire ce qu'on appelle les libéraux aux États-Unis. Libéraux, c'est la gauche, conservateur, c'est la droite. Et donc, on a affaire là à des gens qui se sont identifiés assez rapidement comme appartenant ou venant de la gauche, parfois de la gauche très dure, et qui, dans leur prise de position successive sur des questions de politique internationale ou de politique intérieure, se sont progressivement affranchis, je dirais, de la culture dominante à gauche, pour finir par devenir, je dirais, les représentants de la culture dominante à droite, c'est-à-dire chez les conservateurs, puis aussi à gauche, quand ils ont repris le contrôle des démocrates. Bon, pour faire simple, les néoconservateurs, c'est quoi? Ce sont des gens qui sont issus de familles, on va dire de communautés, qui globalement ont participé ou accompagné, je dirais, la révolution bolchevique, donc on va dire la révolution bolchevique, c'était pas une dictature du prolétariat. Hein.
C'était une dictature des minorités. Parce que si vous regardez la composition des élites de la révolution bolchevique, vous vous apercevez qu'il y a très peu de Russes. C'est pour ça que les gens qui vous mettent sur le dos de la Russie la politique de l'Union soviétique, c'est quand même un peu fort de café. Les Russes ont été les premières victimes du système bolchevique, et le système bolchevique était une dictature des minorités. Bref, parmi ces minorités, il y avait les minorités baltes, géorgiennes, Staline, Beria, etc., etc. Il y avait aussi les minorités juives, qui étaient assez importantes. L'Ukraine aussi? Comment? L'Ukraine aussi? Alors, oui, juive ukrainienne tout court, moins, même si Khrouchtchev, on va dire que la révolution bolchevique, il y a eu deux, enfin, ça serait un peu long à expliquer, mais il y a eu une première phase où c'était vraiment la dictature des minorités, où on avait essentiellement des Baltes, des Géorgiens et des Juifs, pour faire le plus gros, avec un petit peu de Russes, un petit peu d'Ukrainiens, un petit peu de tout, un petit peu de Tatars, ce que vous voulez. Les premières victimes de ces minorités qui ont pris le pouvoir en Union soviétique ont été les majorités. Je veux dire les majorités quelque part, pas les majorités dans l'ensemble, les majorités quelque part. Donc les Russes, les Ukrainiens, les Tatars, les Polonais, qui ont particulièrement morflé et qui ont particulièrement subi cette politique de l'Union soviétique en tant que dictature des minorités. Bref. À partir des années 30, 35 en particulier, il y a eu, avec l'affirmation de la puissance de Staline et la prise de contrôle de Staline, Staline a commencé en fait à épurer la vieille garde révolutionnaire, c'est-à-dire tous les gens qui globalement avaient fait la révolution bolchevique. Et dedans, il se trouve qu'il y avait énormément de personnes appartenant à la communauté juive, donc ashkénaze là-bas, dont les plus connus sont Trotsky, etc., mais il y en a beaucoup d'autres. Et ces gens, en fait, ont été obligés de partir. Un certain nombre certains sont restés d'ailleurs tant bien que mal, parfois sont passés à la moulinette à l'épuration suivante, ou à l'épuration d'après, parce que le principe, c'était comme les mecs qui disparaissaient sur les photos, tu sais. Ouais, c'est successif. Ouais. Donc au départ, tu te dis que c'est pas pour toi, ça va bien se passer, et puis le suivant, c'est pas tout à fait toi, c'est quand même ton voisin. Et puis la fois d'après, c'est toi. Donc, bref, à la fin des années 50, on va dire que Staline avait fait complètement le ménage et avait complètement re-russifié le système soviétique en faisant remonter par capillarité des Russes dans le système bolchevique. Et l'Union soviétique, c'était en grosse partie, à nouveau, resté quand même globalement un système multinational, mais était un système multinational dans lequel les Russes, les Ukrainiens, les Polonais, les Allemands de l'Est, etc., avaient repris en quelque sorte le contrôle des opérations. Et toutes les minorités, c'est-à-dire les peuples qui numérairement comptaient peu et qui comptaient énormément dans le système bolchevique à ses débuts, eux, par contre, se sont fait complètement éliminer. Ouais. Ça a été renforcé en plus, la désillusion de la communauté juive à l'égard de la révolution bolchevique, et en particulier après le tournant stalinien, a été masquée par la Deuxième Guerre mondiale, parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, sans le système bolchevique, sans Staline, sans l'Union soviétique, l'Allemagne nazie gagnait. Et la communauté juive réfugiée aux États-Unis, qui ne supportait pas le système stalinien, a quand même globalement fermé sa gueule, pour dire les choses un peu crûment, parce que globalement, elle estimait que il fallait que les États-Unis continuent à fournir un effort industriel important pour l'Union soviétique, des moyens, des finances, etc., parce que c'était eux qui perdaient les hommes, c'était eux qui faisaient la guerre, en fait. Hein, parce que aux nazis, ouais. Voilà, qui faisaient la guerre aux nazis. Et donc, cette tension qui existait, je dirais, avant la Deuxième Guerre mondiale et pendant la Deuxième Guerre mondiale avait été camouflée par l'enjeu qui était la lutte contre le nazisme. Mais par contre, après la Deuxième Guerre mondiale, dès le début de la guerre froide, la communauté juive réfugiée aux États-Unis ou d'ailleurs en Europe de l'Ouest, et qui s'est installée en Europe de l'Ouest, a commencé, enfin, je dirais, à lâcher le morceau en quelque sorte, et a commencé globalement à devenir franchement hostile, voire fondamentalement hostile à l'Union soviétique. Ça s'est fait par étapes jusqu'au fameux complot des blouses blanches, qui est un scandale qui a été présenté comme un scandale antisémite en Union soviétique. Le grand tournant, ça a été évidemment la guerre des 6 jours, voilà, et la guerre du Vietnam aux États-Unis, puisque des gens qu'on avait déjà vu se positionner comme des néocons, enfin des pré-néocons, qui étaient des trotskistes, qui avaient viré leur cutie en quelque sorte, qui étaient passés au service de l'État fédéral américain,
à partir de là, mais rester à gauche, fondamentalement, on parle des New York Intellectuals, on parle de toute cette mouvance-là, qui est une mouvance très à gauche, trotskiste fondamentalement, et qui va être donc se positionner à gauche, et en même temps dans une gauche qui était une gauche soutien du monde libre, entre guillemets. Donc ils se retrouvaient très bien dans ce narratif de la lutte contre les forces du mal, d'une certaine façon, les forces du mal étant plus le nazisme, mais étant devenu l'Union soviétique, etc. À juste titre d'ailleurs, parce que d'un certain point de vue, ce système était aussi meurtrier, génocidaire. Et donc, voilà en gros comment ça s'est mis en place. Donc, au départ, on a affaire à des intellectuels, on va dire au début de la Première Guerre mondiale, avec des types comme James Burnham, qui lui n'était pas juif, était catholique, en particulier. Irlandais, ouais. Ouais, ou Léo Strauss, ou voilà, des gars comme ça, Irving Kristol, etc., qui sont tous les deux, par contre, des juifs. L'un était d'origine juive ukrainienne et l'autre juive autrichienne, si je ne me trompe pas. Donc, qui étaient globalement, qui sont des intellectuels clés, mais il y en a eu beaucoup d'autres, Podhoretz, etc., qui étaient très actifs dans les médias de la communauté juive américaine, qui étaient très lus, qui étaient très influents, et qui progressivement vont, crise après crise, prendre leur distance avec leur famille d'origine, la gauche, ce qu'ils appellent les libéraux, eux-mêmes venant du trotskisme, pour globalement, à partir de la guerre des 6 jours et surtout à partir de la guerre du Vietnam, faire une critique assez systématique de la gauche et des orientations de la gauche, et progressivement se ranger derrière les conservateurs pour devenir les néoconservateurs, éliminer les néoconservateurs, s'installer dans l'État fédéral à partir de Ronald Reagan, puis s'y installer massivement à partir de George Bush fils. Ouais. Et là, c'est tout un processus qui est assez détaillé dans le bouquin. Oui, parce qu'en fait, on voit qu'effectivement, ça a été long, mais comme tu dis, ça commence dans les années 30, il y a le choc des 2 guerres mondiales, et puis après, il y a toutes les guerres d'empire américaines, ce qui fait que cette idéologie de l'individu contre l'État totalitaire a un peu gagné, avec l'idée aussi d'assurer cette suprématie de l'empire, d'une certaine façon, pour protéger cette vision du monde. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a eu ce succès politique du courant néoconservateur aux États-Unis, notamment avec Bush, où là, toute l'administration était entièrement acquise à la cause, et est-ce qu'on a l'équivalent en Europe et en France? Qui est le plus proche de ce mouvement? Alors, d'abord, c'est un travail qui a pris des décennies. C'est-à-dire que au départ, ce sont des cercles intellectuels, puis après, on est là dans les années 40-50, puis après, ça devient des think tanks et des lobbies, notamment des gens qui se rapprochent des lobbies militaro-industriels, des lobbies d'armement en particulier, qui ont tout intérêt à avoir des gens qui exagèrent, et on sait après, maintenant avec le recul, on sait qu'il y a eu beaucoup de malversations dans ce domaine-là, où en fait on avait des lobbies qui fabriquaient en fait une menace russe. Fantôme. Ou irakienne, les armes de destruction. Elle existait évidemment, mais qui exagérait considérablement pour pousser en permanence à la dépense et à la dépense et à la dépense. Donc, on va dire que c'est. Ça rappelle une situation contemporaine. Évidemment, parce que quand on voit évidemment les acteurs des gens qui viennent commenter le conflit en Ukraine sur LCI être en même temps des gens qui vous font de la pub pour des systèmes d'armement, on ne peut pas s'empêcher de penser que, voilà, je parle de comptes. Par exemple, regardons ce que fait un compte comme OPEX News, par exemple, sur Twitter. Je ne sais pas exactement, je crois savoir que le fondateur travaille dans une entreprise qui est liée au monde de l'armement. Je crois que ça serait très bien d'y voir clair là-dedans. Bon, bref, en tout cas, les néoconservateurs dans les années 50-60 vont globalement s'imposer grâce à des think tanks, des financements qui vont devenir en partie d'une partie de la communauté juive, je dirais, pro-israélienne, parce que les néoconservateurs sont des relais du discours et du narratif pro-israélien dans le monde politique américain, du monde de l'armement et des lobbies militaro-industriels qui vont trouver très utile d'avoir des gens qui leur fournissent, je dirais, qui créent un climat en permanence de tension et de guerre, etc., qui légitime en fait des dépenses extravagantes sur le plan militaire. On sait quand même que début des années 90 et même bien avant, les États-Unis représentaient à eux seuls plus de 55% des dépenses militaires de la planète, de l'ensemble de la planète. Ouais. Bon. Et aujourd'hui,
Aujourd'hui, on doit être un peu moins, mais on doit être encore autour de 45-50. Il reste loin devant, hein. Oui, c'est ça, il reste loin devant. Oui. Voilà, avec pourtant des résultats assez discutables, parce qu'il semble que la chaîne de valeur, en fait, de construction de valeur, de marge, etc., soit très profitable aux industriels en question, mais beaucoup moins profitable au trésor public. Ce qui veut dire qu'à budget équivalent, d'autres pays font beaucoup mieux. Ouais. Simplement, non pas parce qu'ils sont plus intelligents dans l'absolu, quoique des fois, mais surtout et fondamentalement parce qu'ils n'ont pas construit le même appareil économique autour, avec une multitude d'intermédiaires, de marges, de trucs, etc. Et que quand un missile sort d'une usine russe ou d'une usine chinoise, pour ne pas parler d'une usine nord-coréenne, il n'a pas eu à payer des avocats, des lobbyistes, des publicitaires, des trucs, des machins, des intermédiaires, des lobbies, des trucs, etc., etc. Et donc il arrive sur le marché, sans compter bien évidemment les actionnaires. Donc il n'arrive pas sur le marché, je dirais, à qualité équivalente, du tout au même prix. Et donc le contribuable américain paye parfois 5 fois, 7 fois, 10 fois le prix qu'il devrait payer pour certaines technologies, etc. Bref. Pour ne pas parler des technologies qui sont vendues au grand public par des cercles ou par des influenceurs et qui s'avèrent être totalement désastreuses sur le plan fonctionnel. On ne va pas parler d'avion ce soir, mais bon, bref, tu vois à quoi je pense. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ces gens-là se sont imposés avec cette stratégie progressivement. Donc, ce n'était pas simplement de l'influence intellectuelle, c'était de l'influence intellectuelle, du financement pour la cause venant de la cause israélienne, du financement venant des lobbies de l'armement, puis progressivement, chez les conservateurs, l'intérêt de voir des gens de gauche tenir un discours patriotique, anticommuniste, russe, anti-soviétique et pro-guerre. Et donc, il y a eu, après, dans les milieux conservateurs classiques, on va dire, appelons ça comme ça, de l'intérêt pour ces gens-là et une volonté de les faire monter, les prendre, les aspirer, de leur confier un boulot, en plus ayant affaire à des gens intelligents, organisés, avec une certaine habitude et une certaine habileté politique. Donc, une volonté de leur confier aussi un certain nombre d'universités pour faire du recrutement, de cabinets d'avocats, de machins, etc. Et donc, la montée en puissance, en fait, des néoconservateurs va se faire sur des décennies par tous ces moyens-là simultanément. Et on va voir effectivement qu'au moment de la guerre du Vietnam et de la guerre du 6 jours, l'Union soviétique, qui au départ avait contribué, était la première puissance, je crois, à reconnaître l'État d'Israël et avait globalement plutôt bien accueilli la naissance de l'État d'Israël, au moment de la guerre des 6 jours, la situation géopolitique est radicalement différente. L'Union soviétique s'est rapprochée des masses arabes et des autochtones et des populations arabes. Les États-Unis soutiennent Israël et donc la communauté juive américaine et en particulier les néoconservateurs vont comprendre que c'est la dernière grande puissance mondiale qui soutient Israël. Ce sont les États-Unis, puisqu'ils ne peuvent pas compter sur la France gaulienne à l'époque ni sur d'autres. L'Allemagne est démilitarisée, etc., etc. Et si Israël peut trouver un poumon extérieur pour se financer, pour s'armer, pour bloquer des résolutions au Conseil de sécurité de l'ONU, etc., il ne faut pas qu'elle compte ni sur la France, ni sur d'autres. Il faut qu'elle compte, ou sur l'Union soviétique encore moins, il faut qu'elle compte sur les États-Unis. Et donc, il va y avoir un investissement massif de l'ensemble de la communauté pro-israélienne, au sens large, qui n'est pas que la communauté juive, parce qu'il y a aussi des chrétiens pro-israéliens très radicaux aux États-Unis, en faveur de ces gens-là, pour leur apporter aussi les moyens de s'exprimer, les moyens d'intervenir, etc., etc., d'où l'influence qu'ils vont acquérir dans un certain nombre de grands médias. Voilà. Donc, il y a eu d'abord le maccarthisme qui les a poussés aussi, hein, la chasse contre les communistes hardcore, et puis ensuite ce soutien, après la guerre des 6 jours, au jeune État d'Israël, sachant qu'il y avait très peu de soutien, au-delà du soutien américain. Cette position n'a pas changé dans le temps. On a vu, on en parlait, hein, l'administration Bush fils, George Bush Jr., qui a été la plus néoconservatrice de l'histoire. Reagan lui-même n'était pas autant néoconservateur en l'état. Et puis arrive Donald Trump une fois et 2 fois. Et où se situe Donald Trump par rapport à ce courant ? Parce que
on voit qu'il est totalement du côté de Netanyahou, qu'il reste sur la ligne du 200% de soutien absolu à l'État d'Israël. Mais il y a d'autres questions qui se font jour, notamment lui qui dénonçait l'État profond, cet État néoconservateur de droite et de gauche. Où il se situe Donald Trump dans le tableau néoconservateur? Alors, pour reparler rapidement des deux présidents que tu as évoqués. Oui, Bush et Reagan. Le premier, c'est Reagan. Et Reagan, en fait, faut se rappeler qui c'était. C'est un acteur qui était président d'un syndicat d'acteurs qui négociait assez régulièrement avec la mafia de Chicago pour bloquer les mouvements sociaux, etc., etc. Donc, c'est un drôle de bonhomme. Il y a des vidéos assez intéressantes qui ont été publiées sur le passé de ce type-là. Donc, on va se retrouver avec ce comédien à la tête de l'État fédéral américain qui va commencer, qui est, on va dire, sous le contrôle globalement des conservateurs, mais qui va commencer à faire entrer dans l'appareil d'État les néoconservateurs, mais je dirais au troisième degré dans l'administration. Donc, c'est sous-secrétaire d'État. Mais on va rarement au-delà à cette époque-là. On a les premiers Rumsfeld, les machins, commence à ce moment-là comme sous-secrétaire. Son bébé, ouais, c'est ça, c'est le début de leur carrière. Chez George Bush, père, se méfiait beaucoup, lui c'est vraiment l'establishment WASP dans toute sa splendeur, il se méfiait beaucoup de ses énergumènes, il les appelait je crois les dingues du sous-sol, pour dire que bon, on va dire que c'était des idéologues, pour lui c'était trop dangereux, quoi, c'est ça. Oui, lui c'était un conservateur, donc il les prenait un peu pour des fous, et puis globalement, bon, voilà. Ceci dit, il n'a rien fait de désagréable pour eux. Là où ça va changer, c'est évidemment avec ce Bush fils qui, lui, va être une marionnette totale et va les faire montrer à tous va les amener dans tout l'appareil d'État. Et c'est là qu'on retrouve en fait tous les bébés Reagan, les Dick Cheney, les Bolton, qui avaient commencé leur carrière. Qu'on ne connaissait pas. Ouais, qui avaient été sélectionnés par l'université de Stanford et d'autres. C'est-à-dire tout un boulot de maillage qui commence qui se révèle en fait, et on va voir débarquer de partout, des mecs qui sont tous maillés les uns avec les autres dans des affaires, des cabinets d'avocats, des think tanks, des organisations, des familles, parce qu'en plus ils se marient tous entre eux, il y a des mariages entre la fille machin, le fils Kagan, la fille machin, enfin c'est tout un... C'est incroyable, ouais. Ah oui, c'est vraiment une... Voilà. Et donc ils vont être extrêmement puissants, et évidemment ils vont faire avancer, ils vont entrer en collision avec l'opinion à partir de ce moment-là surtout. Parce que c'est à ce moment-là qu'on va avoir l'affaire Snowden, etc. C'est-à-dire qu'on va commencer à avoir chez les Américains la prise de conscience que cet État fédéral dont ils avaient accepté tant bien que mal, je dirais, les gros défauts, par patriotisme essentiellement, s'affranchissait de la volonté politique populaire, faisait mourir les boys pour des guerres qui ne présentaient aucun intérêt réel pour les États-Unis, etc., etc. Et l'histoire des Américains avec leur État, c'est quelque chose qui pourrait faire l'objet d'un bouquin à part entière, parce qu'on est passé, si je devais synthétiser les choses, on est passé d'un État qui était croupion quasiment, qui était très faible, un État fédéral avant la Deuxième Guerre mondiale qui était très 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 faible, à un État qui a explosé, un État fédéral qui a explosé, bien évidemment au détriment des États américains, le Texas, la Californie, etc. Donc cet État fédéral, comme l'Union européenne, s'est imposé en quelque sorte sur les États et dans les consciences, et a pris de la force, de la puissance, s'est doté de moyens, de police, d'institutions, la CIA, le FBI, machin, etc. Et s'est construit globalement, en fait, toute une ramification d'institutions qui, parce qu'il était en guerre froide à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, sont devenues des institutions mondiales. Donc des institutions capables de se projeter sur des théâtres d'opérations mondiales, ou quand ce sont des institutions intérieures, sur des théâtres en profondeur, etc. Ouais, et ça, les Américains ont découvert, en fait, au moment de la guerre du Vietnam, que leur État, alors qu'eux se pensaient assez naïvement, parce que la culture américaine était assez politique, était assez naïve d'une certaine façon, eux se pensaient comme fondamentalement une force du bien, de la liberté, de la défense du droit des opprimés, machin, etc., découvrent au moment de la guerre du Vietnam que leurs institutions sont pourries, que leurs services secrets ou que la CIA organise des coups d'État pour mettre au pouvoir des tortionnaires, des militaires dans à peu près tous les pays du monde sous prétexte de lutter contre le communisme, utilise le trafic de drogue pour financer des mouvements qui leur servent à déstabiliser des États, trafic de drogue
dont on retrouve la drogue qu'on retrouve après dans les quartiers de Harlem, dans la population noire, etc. Donc, on va dire, dans les années 70, c'est la grande désillusion. Après la mort de Kennedy et la suite, ce qui va arriver après, les Américains se mettent à douter très fortement de leur État fédéral. Et donc, on a un gros regain voilà. Et sous Carter, on va descendre au troisième sous-sol, parce qu'il était à regarder la production cinématographique de l'époque, les gens étaient totalement démoralisés, etc. Reagan, finalement, c'est le coup de boost, hein, c'est l'administration de psychotropes qui leur a permis temporairement de voir le monde en rose. Et c'est les feel-good movies, c'est Rocky, c'est Living in America, c'est le Rambo 3, ouais, c'est ça. C'est ça. Et là, les stéroïdes, quoi. C'est l'American Dream sous stéroïdes. C'est ça. C'est l'American Dream sous stéroïdes avec en plus un discours qui s'installe qui est, si vous voulez que ça reste beau et pur à l'intérieur, il faut accepter que quelqu'un fasse le sale boulot à l'extérieur. Et ça va devenir un leitmotiv de la plupart des productions cinématographiques, parce qu'on sait que le monde hollywoodien est très connecté à ces réseaux-là. Ça va devenir un leitmotiv de la plupart des grands films ou des grands moments, je dirais, du truc. C'est la rédemption, le courage, la force, le combat, le patriotisme, le drapeau étoilé, et puis, bon, sortir de l'enfance, certes, c'est pas beau, mais quand même, il faut ce qu'il faut. Ouais. Et la lutte contre le communisme, qui est vraiment le ciment de cette politique, quoi, en disant, voilà, le monde libre. Voilà, et qui est l'opposition simple, le bien, le mal, machin, il va être capable d'aller faire la guerre. On a affaire à des salauds, nous on est quand même du beau côté, on essaie quand même de faire les choses proprement, mais en face, ils n'hésitent pas, donc il faut y aller aussi, etc. Ouais. Et donc ça va globalement fonctionner jusqu'à ce que sous Bush, pour faire très simple, hein, je suis obligé d'aller ultra simple là, jusqu'à ce que sous Bush, les gens s'aperçoivent que ces institutions, non seulement font de la merde à l'extérieur, c'est-à-dire continuent à faire des coups d'État, à créer des unités de torture dans tous les pays du monde, etc. On connaît les centres de la CIA en Pologne, etc. Torture cachée, ouais. Voilà, mettre des camps je dirais, de détention totalement illégaux, s'autofinancent avec des montages qui leur permettent d'échapper complètement, avec une utilisation de la drogue, par exemple, ou de l'investissement dans les nouvelles technologies, typiquement à l'époque la Silicon Valley. Les Américains comprennent en fait que toutes ces institutions font absolument ce qu'elles veulent, qu'elles non seulement elles ne rendent pas compte au peuple américain, qu'elles ne sont plus sous le contrôle du peuple américain, mais en plus qu'elles les espionnent aussi. Et ça, c'est le scandale Snowden. Le scandale Snowden, ça dit quoi aux Américains? Ça veut dire, vous nous avez dit que c'était simplement pour lutter contre les enfoirés à l'extérieur, mais les enfoirés à l'extérieur, le système soviétique, il n'existe plus. Bon, maintenant, vous nous parlez d'un nouvel ennemi qui est l'islam, etc., etc. Mais nous, ce qu'on voit surtout, c'est que vous êtes en train de nous fliquer, quoi. Et là, la deuxième grosse prise de conscience après la guerre du Vietnam, le deuxième Vietnam, en quelque sorte, des consciences américaines, dans le monde américain, aussi bien chez les conservateurs que chez les démocrates, ça va être ce télescopage entre on a cru que c'était pour se défendre et préserver un modèle pur et propre à l'intérieur, des vraies valeurs. C'est à l'époque, là, à l'époque, on parle de l'ingérence humanitaire, c'est Madeleine, tu sais, etc. Les 50 000 ans, peu importe le nombre de milliers d'enfants irakiens qui sont morts, c'est pour la liberté, c'est pour la démocratie. Hein. Ça valait le coup que 500 000 gosses meurent en Irak, voilà. Parce que c'était pour imposer la démocratie. Mais elle le dit texto en plus. Hein, donc, elle le dit dans une interview en expliquant que oui, c'est normal, que c'est tout à fait bien. Ça. Et donc là, on s'aperçoit que non seulement le Parti démocrate a été littéralement colonisé par les néocons, que le Parti républicain a été littéralement colonisé aussi par les néocons, que la politique étrangère des États-Unis devient globalement la politique étrangère d'Israël, dans la région. Pour le reste, après, on se débrouille. Ça y a toujours des petits comptes à régler avec la Russie, donc ça reste... voilà. Soutient à l'époque la Russie, l'Union soviétique s'écroule, la Russie est dans un état catastrophique, donc il va y avoir une... Oui, alors c'est là où finalement on se rend compte que les néoconservateurs ont un peu raté le coche parce qu'ils auraient pu vassaliser la Russie comme le reste de l'Europe. Hein, on se rappelle du président fantoche Boris Eltsine qui était bourré 24 heures sur 24, les rencontres avec Clinton où ils sont en train de rigoler. Et là ils se disent, bon bah ça y est, on va acheter tous ces oligarques russes, ils sont en train de monter leur petit truc, mais c'est à nous, quoi. Les G arrivent, les GI n'arrivent pas, mais par contre la culture américaine arrive. Et puis là, patatras, il y a Poutine, quoi, qui arrive assez vite et qui remet de l'ordre à tout ça. C'est ça. Et Poutine qui d'ailleurs
intervient et qui ne les inquiète pas au départ. D'abord parce qu'ils le prennent pour un technocrate froid et absolument sans aucune superficie, incapable de se faire aimer de la population, et surtout parce qu'ils le prennent pour un type totalement encadré, dont ils vont pouvoir faire à peu près ce qu'ils veulent, c'est-à-dire globalement un État russe capable de s'allier avec l'Occident, etc., etc. Et puis le problème, c'est que ça ne va pas se passer exactement comme ils le veulent, évidemment, parce qu'on ne décide pas toujours de tout. Mais qu'est-ce qui s'est installé, là j'en arrive à Donald Trump, qu'est-ce qui s'est installé entre-temps, pour en revenir aux États-Unis, dans la conscience des Américains, c'est que les boys meurent pour des guerres qui ne sont pas les leurs, dans des conflits au Proche et au Moyen-Orient dont ils se foutent totalement, ils sont incapables de situer la Syrie, le Yémen, l'Iran sur une carte, voilà. Donc les gens se foutent de ça, ils voient revenir les cercueils avec les drapeaux américains, ils s'interrogent sur l'intérêt de ces guerres. Il y a des moments très poignants, par exemple celui de cette fameuse photo qui a fait le tour des États-Unis, de ce jeune homme qui se marie avec la femme avec laquelle il devait se marier, et qui est totalement défigurée. Et cette photo où elle est à côté de lui, et elle se marie avec lui, mais on voit qu'elle est effrayée, désespérée, effrayée en même temps. Sur la photo de mariage, lui est en uniforme américain, il est complètement brûlé, etc. Des moments comme ça vont compter énormément dans la psyché américaine. Le doute s'est installé depuis longtemps sur le contrôle et l'autonomie de ces institutions. On ne peut pas parler de la CIA, mais là on commence à parler d'autres, la NED, l'UCED, etc., etc., qui sont des structures mondiales qui font ce qu'elles veulent et qui le font par-dessus le contrôle politique, enfin échappant à tout contrôle politique. Et qu'est-ce que va faire globalement Trump? Qu'est-ce que va faire Trump à l'époque donc où les néocons sont dans le Parti démocrate et avec une alliance avec ce qu'on appelle les trilatéralistes, et en même temps dans le Parti républicain, va monter cette figure alternative qui va nidifier dans le Parti républicain, en s'appuyant sur les conservateurs qui sont vraiment conservateurs, c'est-à-dire en gros qui disent « nous, c'est America First », donc vos histoires là-bas au Proche au Moyen-Orient, les boys qui meurent pour rien, les milliards pour ça, etc., on ne veut plus en entendre parler. Donc, il va y avoir un retour des conservateurs contre les néoconservateurs, en fait, avec Trump. Et Trump va se faire élire par un électorat qui, globalement populaire, qui attend du care, de l'État, qui attend la protection de l'État. C'est-à-dire qui attend que son État s'occupe de leurs problèmes intérieurs, du fait qu'il y ait des dizaines de millions de gens qui vivent dans leur bagnole ou dans leur camping-car, qui vivent avec des bons alimentaires pour se nourrir, qu'il y a je ne sais plus combien de sans-abri aux États-Unis, c'est quelque chose de phénoménal. Et donc, les États-Unis ont l'impression de dégringoler complètement, de s'effondrer de l'intérieur. Alors, il y a le scandale de l'Oxycontin, avec la famille Sackler, etc. Et donc, il y a quelque chose qui s'installe aux États-Unis qui est un dégoût fondamental des institutions américaines et des acteurs politiques américains, aussi bien de droite que de gauche. Pour ça que les attaques, en fait, je dirais des néocons contre Trump pendant la campagne présidentielle, la première campagne présidentielle, vont plutôt lui servir. Parce que tout un électorat qui est un électorat indépendant, qui ne supporte pas ces mecs, qui ne les voit plus en photo, va se dire, si tout le monde lui tape sur la gueule, c'est qu'il est probablement pas aussi mauvais qu'il en a l'air, quoi. Et donc c'est vrai qu'il a une gueule de milliardaire orange, il a des goûts de chiottes, il est vieux, et il a une culture géopolitique qui a l'air d'être très 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 basique, mais ce qu'il est en train de nous dire, on comprend bien, il nous dit, je vais drainer le marais, et on va reprendre le contrôle sur ces institutions. Et ça, le public américain, libéral, indépendant et conservateur, était capable d'entendre ça. Y compris d'ailleurs la communauté noire, où malgré le bourrage de crâne qu'on leur a fait sur le thème Trump égale nazi, le vote entre le premier mandat et le deuxième mandat en faveur de Trump de la communauté noire est montré très rapidement, chez les latinos pareil, etc. Pourquoi ? Parce que globalement, les gens ne voulaient plus être embarqués dans des guerres internationales, ne voulaient plus que les États-Unis soient un empire qui aille faire des guerres pour servir des intérêts qui n'étaient pas les leurs, fasse crever leurs boys, s'endettent, etc., etc., pendant qu'à l'intérieur, il y avait des trous dans les routes, les gens crevaient de leur dépendance aux opioïdes et dormaient dans leur bagnole. Voilà, c'était aussi simple que ça. Voilà sur quelle base Trump a été élu. Mais lui, comment il se positionne par rapport à cet état profond néoconservateur, puisque l'idée aussi des néoconservateurs, c'est de dire, peu importe le jeu politique, il faut qu'il y ait une élite managériale, c'est la révolution managériale qui gère pour tout le monde. Et là, on retrouve
complètement la pensée macroniste du centre européiste qu'on a ici du côté de l'Atlantique, de dire peu importe ce que pensent les gens, ils sont cons, nous on décide pour eux, ce qui fait qu'on est impopulaire, mais on est impopulaire parce qu'on a raison. Comment il fait pour gérer ce courant-là, en fait? Alors, on ne peut pas vraiment dire ça aux Américains, parce que les Américains ont une culture politique de la liberté, un attachement à leur constitution. Nous, on est confrontés en fait aux mêmes forces que les Américains, simplement nous, on n'a pas la constitution pour nous défendre. Eux, ils ont la chance d'avoir une constitution extrêmement vigoureuse, qui a été contournée, qui est problématique par des tas d'aspects, etc., mais qui est quand même, je dirais, extrêmement efficace, par exemple, pour leur permettre de maintenir, d'assurer leur défense par eux-mêmes, pour être capable de maintenir leur liberté d'expression, etc. Oui. Ils ont vraiment, bon, on en pense qu'on veut, pour ou contre le port d'armes, etc. Mais ils ont des institutions qui sont ils ont une constitution qui les protège de leurs institutions d'une certaine façon. Ouais. Et donc le juridique, le constitutionnel, le juridique et le politique, avec l'État fédéral, ça plus le retour et la remontée des pouvoirs des États américains contre l'État fédéral, puisque bon, on va voir qu'une partie, par exemple, de la réaction d'extrême droite aux néoconservateurs, une réaction d'extrême droite aux néoconservateurs, voilà, va se faire via des attentats suicides contre les institutions fédérales. Oui, mais dans les années 95, 2000, on a affaire à des attentats de masse qui se font contre les institutions fédérales. Oui, absolument. Voilà. Donc, aussi bien à droite, à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche, puis à la droite et à la gauche, puis à la droite, à la gauche chez les indépendants, bref, partout, va monter une sorte de critique, une sorte de mouvement de fond pour s'attaquer en quelque sorte à cette administration. Et évidemment, ça va poser un problème. Ça va poser un problème parce que chez les néocons, on n'a pas l'intention de lâcher du lest pour autant. On sait que Trump est totalement ingérable. Il est d'autant plus qu'il a eu un premier mandat, et il s'est aperçu pendant son premier mandat que globalement, il s'était fait avoir par des gens qui lui avaient promis du soutien, du travail, de machin, etc., et qu'il a passé son temps à se battre contre l'intérieur de sa propre administration. Et donc, pendant la deuxième administration, il revient et il n'est pas content, comme diraient les sous-titres de série B d'Hollywood. Il revient et il n'est pas content. Donc, Trump est revenu, a repris le contrôle de l'État, avec une idée très claire qui était qu'il fallait lourder tous ces gens, ou en tout cas les plus nombreux, les plus embêtants, les plus casse-pieds, typiquement UCED, NED, etc., qu'il fallait les mettre au pas et qu'il fallait remettre, je dirais, l'État fédéral sous le contrôle politique du peuple américain. Et il s'est fait élire là-dessus, la deuxième fois, et il est élu là-dessus. Est-ce que pour autant, il a gagné? Le premier effet de son élection, ça a été que les néoconservateurs qui étaient derrière, déjà depuis un bout de temps, avec les États-Unis, avec la politique étrangère des États-Unis, étaient dans la Constitution européenne et dans les institutions de Bruxelles, se sont en quelque sorte réfugiés dans les institutions de Bruxelles. Et on a, si les néoconservateurs ont continué à exister, c'est bien dans des pays comme la France, la Pologne, l'Allemagne, où globalement le boulot d'entrisme et de maillage qu'ils avaient mis en place aux États-Unis puis dans l'Europe reste totalement intact. Ouais. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de doute. J'en parle assez rapidement. Pour dire qui ils sont, hein, on a évidemment Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, mais Raphaël Glucksmann, d'une certaine façon. Qui sont les néoconservateurs en Europe? Alors Macron, pour moi, n'est pas un néoconservateur, c'est un trilatéraliste. Donc là, on a affaire à des gens qui sont là ce sont des mondialistes, on va dire, fondamentalement. Global citizen, européistes, mondialistes, européistes et fédéralistes. Eux, ils sont pour globalement la construction d'un État fédéral équivalent à celui qu'on voit aux États-Unis, mais en Europe, avec les mêmes pouvoirs, les mêmes institutions, etc., et l'effacement des États. Et je pense que si Emmanuel Macron se voit un avenir politique, c'est probablement au niveau européen. Ouais. Les trilatéralistes, qui sont donc des mondialistes et des fédéralistes, sont favorables à la déconstruction je dirais, de la souveraineté des souverainetés nationales, particulièrement celle de la France, parce que la France a été toujours un peu le blocage, la France gaulienne, je dirais tenue et par la droite gaulienne et par la gauche communiste. Cette France-là n'était pas fondamentalement compatible avec la politique pro-américaine, donc c'était vraiment un talon d'Achille. Et on a vu que tous les réseaux néocons dans les années 80 qui se sont mis en France et qui ont commencé à se bouger, avec les Kouchner, les Glucksmann père,
là encore, on travaille de père en fils, hein, Ouais. voilà, etc. Tous ces réseaux-là, BHL, Finkielkraut, etc., etc. Bon, Julien Drey, etc. Julien Drey, dirigeant SOS Racisme, créant SOS Racisme, et son frère, Gérald Bétard, qui était une organisation d'extrême droite archi considérée comme terroriste dans certains pays. Donc, lui dirigeait SOS Racisme et son frère dirigeait le Bétard. Et il nous a expliqué dans un entretien il n'y a pas longtemps qu'en fait, il faisait convoyer les dons qui étaient récoltés pendant la fête de SOS Racisme par son frère du Bétard, qui était un mouvement ultra-raciste et anti-arabe. Donc, vous aviez les beurs, les Black Bambers qui allaient manifester, s'acheter des petits badges. Le truc qui sont rentrés dans les caisses et c'était le Bétard qui convoyait les trucs. Bon, voilà. Il nous l'a expliqué récemment, là, il y a quelques jours. Donc, tous ces gens-là, en fait, vont globalement prendre beaucoup d'influence. Dans la Mitterrandie, vont nidifier essentiellement dans la gauche mitterrandienne. On n'est pas très étonné quand on connaît le parcours de Mitterrand, ses relations avec Bousquet, etc., etc. On sait qu'il y a... Bon, voilà. Voilà. Il faut se rappeler quand même que le bras droit de François Mitterrand, c'était un certain Gros-Souvre, qui s'est suicidé, soi-disant, à l'Élysée. Oui, c'est vrai. Qu'il soit suicidé. Et c'est lui, par exemple, qui a organisé le retour, l'apparition médiatique du Front National, du Rassemblement, à l'époque, le Front National et de Jean-Marie Le Pen, à l'époque où il était très utile de trouver, en fait, de mettre un blocage et d'affaiblir la droite gaulliste, avec un personnage qui, à l'époque, allait être transformé en droite radioactive assez rapidement, mais qui pouvait recevoir et l'électorat du Parti communiste, qui était en rupture avec le changement de doctrine du Parti communiste sur l'immigration. Parce qu'au départ, le Parti communiste sur l'immigration avait un point de vue tout à fait normal, qui est celui de Marx, qui est celui qu'on trouve chez Zola, etc. C'est-à-dire, on sait comment le patronat utilise la main-d'œuvre étrangère pour faire des pressions à la baisse sur, etc. On ne va pas le refaire, on l'a fait 50 fois. Donc la gauche de cette époque-là sait très bien à quoi s'en tenir et très réaliste avec le phénomène migratoire. Et donc, si elle a une solidarité de principe avec tous les prolétariats du monde, c'est l'internationalisme, elle n'est pas non plus aveugle aux logiques qui s'exercent quand des grands patrons comme Bouygues font venir des centaines de milliers de travailleurs immigrés pour peser à la baisse sur les travailleurs français, etc. Bref, créer un chômage systémique, etc., etc. Et donc cette gauche-là, en fait, progressivement, va baisser les bras sous l'influence du Parti socialiste, de François Mitterrand, qui va tuer le Parti communiste de son côté, et qui, grâce au Front National, avec le renfort des voix du prolétariat qui ne trouve plus son identité dans le Parti communiste, parce que le Parti communiste a viré sa cutie sur la question de l'immigration, va commencer à voter Front National. Front National qui, en même temps, va se faire diaboliser avec une aide fréquente de la part des gens qui sont à l'intérieur, qui vont apporter leur contribution à leur autodiabolisation, et voilà, et qui va devenir en fait une droite radioactive totalement infréquentable sur le plan électoral pour la droite gaulienne, qui, elle, est plutôt assez anti-américaine, jusqu'à ce que finalement cette droite gaulienne devienne une droite sarkozyste, c'est-à-dire ce qu'on sait, c'est-à-dire une droite pro-OTAN, Et là, on a affaire à un néoconservateur, en l'occurrence, avec Nicolas Sarkozy. Tout à fait, voilà. On a tout fait ça. En fait, la droite française devient néocon à partir de Sarko, on peut dire. Le boulot avait déjà été commencé avant, hein, avec des personnalités comme Carignon, etc., etc. Michel Noir à Lyon. Michel Noir, etc., etc. Toute cette génération, ouais. Bon, c'est un boulot qui vient de loin. Mais même le RN aujourd'hui, héritier du FN, est un parti néoconservateur aussi. Quand on voit les positions de Jordan Bardella, son voyage en Israël, tout ce qui est en train de devenir le RN reprend à peu près la même ligne de lecture que les néoconservateurs US. Alors, ce qui est très perturbant, c'est que une fois que la droite gaulliste s'est transformée en droite US, en droite sarkozyste, puis après s'est complètement effondrée maintenant, on a Sarko en prison, et puis derrière, c'est des Retailleau qui sont des sous-Sarkozy. Bon, bref, c'est vraiment qui essaient de refaire du Sarkozy, de Darmanin, Retailleau, etc. Cette droite-là est complètement morte, elle est foutue. Et le Parti socialiste est dans le même état. Bon. Donc maintenant, on se retrouve effectivement avec cette force politique qui est le Rassemblement national, qui est théoriquement l'héritière du Front national, et qui s'est construit, je suis bien placé pour le savoir, parce que j'ai travaillé pendant 1 an avec Marine Le Pen, qui s'est construit au départ sur cette logique de dépasser le clivage droite-gauche, d'être capable de réconcilier en quelque sorte ces deux France, par-dessus ce clivage-là, autour d'une question fondamentale qui était le retour de la souveraineté nationale, de l'indépendance nationale, de la souveraineté nationale. Et donc, son discours de tour d'intronisation en 2010,
quand elle prend le contrôle du Front National, là encore, je suis bien placé pour le savoir, parce que c'est moi qui lui ai écrit, voilà, son discours de Tours dit, en gros, nous, on veut remettre de l'ordre chez nous, on veut reprendre le contrôle de nos institutions, ça doit vous rappeler quelque chose, on veut sortir de la machine à broyer qu'est l'Union européenne, on n'est pas contre le principe de l'Europe et des alliances et du travail avec les autres, etc., etc. Mais bon, bref, on est un mouvement, etc. Et donc, finalement, Marine Le Pen fait l'alliance, sort, je dirais, de la nébuleuse extrême droite, en mettant de côté la question de l'immigration, considérant, et à juste titre, que c'est une question fondamentale, mais qu'aujourd'hui, vu qu'elle est la seule à pouvoir l'aborder à peu près clairement, tous les gens savent à quoi s'en tenir et donc vont voter pour elle sur cette question-là, et à mesure qu'ils considèrent qu'elle est importante, même si elle n'en parle plus. Donc elle n'a même plus besoin d'en parler quasiment. Enfin, maintenant, c'est un bruit de fond, on va dire, hein, la question de l'immigration. Mais au départ, sa ligne est gaulliste, d'une certaine façon. Je dirais plutôt gaullienne. C'est assez surprenant pour l'héritière de Jean-Marie Le Pen, mais c'est comme ça. Elle est assez gaulienne, d'ailleurs, on l'entend assez fréquemment, à l'époque, il y a Philippot, il y a machin, etc. Et Marine Le Pen elle-même est sur une ligne qu'on pourrait qualifier de gaulliste de gauche, plutôt, hein, c'est-à-dire très pro-État, s'adresse à un électorat qui réclame de la protection, lui aussi, avec ce qu'on disait aux États-Unis, c'est-à-dire qui réclame du care, des gens qui sont fracassés par la mondialisation, fracassés par le chômage, etc., par la déculturation, et donc qui attendent de l'État, globalement, des protections, des solutions et des protections. Voilà. On les protège contre l'insécurité, on les protège contre le chômage, on les protège contre la dégradation, la déconstruction de leurs normes, de leur culture, etc., etc. Ils veulent être protégés. Les Français attendent d'être protégés. Et donc ce logiciel initial du Rassemblement du Front National va plutôt bien marcher, c'est ce qui va la mettre sur orbite. Je veux dire, c'est le discours qu'elle tient jusqu'en 2022. À partir de 2022, en 2022, elle t'explique, nous, dans le cas par exemple des résolutions en matière de politique internationale, nous sommes favorables à la politique de deux États et à Israël dans les frontières de 1967, patin couffin, etc., etc. En 2022 et en 2018, en 2017, plusieurs reprises, elle t'explique, on ne peut pas soutenir l'Ukraine, c'est un gouvernement fantoche, bourré de nazis, et on ne pourra pas régler le problème avec la Russie à partir du moment on ne pourra pas régler le problème avec la Russie à partir du moment où on ne prend pas en compte leurs besoins de sécurité et l'avancée de l'OTAN à leurs frontières. Donc à l'époque, je dirais, dans cette période-là, on est sur un logiciel qui est tout à fait gaullien, tout à fait raisonnable, qui peut toucher aussi bien la droite que la gauche, etc., etc. À tel point que malgré sa médiocrité personnelle et son manque de niveau intellectuel, sur la même ligne, Mélenchon va faire près de 20% en 2017. Parce que la campagne de Mélenchon 2017 se fait exactement sur cette ligne-là. C'est une ligne avec une accentuation sur le côté care, sur le côté intérieur, sur l'agriculture, on va s'occuper de vous, on va produire nous-mêmes. Une vraie ligne qui se démarque des partis centristes, hein, qui se disent de droite et de gauche, mais qui sont le parti unique, hein, et qui ont absolument cette ligne conservatrice de dire, voilà, on pense la même chose en politique nationale ou internationale. Et en fait, Mélenchon va se positionner sur les mêmes rails, avec plus de talent, parce qu'il a beaucoup plus de talent qu'elle, même s'il appartient à une famille qui est honnie, il y a une famille politique qui est largement honnie par une partie de la population, ce qui limite fondamentalement ces trucs, mais grâce, je dirais, à l'intelligence et l'efficacité phénoménale de Sofia Chikirou, notamment pour la campagne qu'il a menée en 2017, etc., il va réussir à faire près de 20%. Sur cette thématique-là. Depuis qu'il l'a abandonné, il est redescendu dans les caves et il a du mal à remonter. Mais donc dans la population française, cette ligne-là, c'était la ligne gagnante. C'est ce qui a mis Marine Le Pen et le Rassemblement national sur orbite. Bon. Alors pourquoi l'abandonner ? Qu'est-ce qui s'est passé en 2022 ? Qu'est-ce qui s'est passé après la dernière présidentielle pour que Marine Le Pen vire totalement sa cutie en matière politique internationale ? Elle qui était financée par une banque à capitaux russes, qui allait faire des petites visites chez Poutine pendant qu'il était honoré, elle en était heureuse à un point d'être reçue par Poutine pendant la campagne électorale. Pour elle, c'était le couronnement de sa vie, quoi. Donc, elle frétillait, il n'y a qu'à la voir sur les photos, la pauvre, elle était très heureuse. Ouais, elle était transie, elle était heureuse, elle était... voilà. Et puis je connais le mec qui l'a accompagné sur place, qui m'a raconté de Vic de Dan, etc. Les étoiles dans les yeux, quoi. Hein, c'était le bonheur, voilà, le bonheur, voilà. Et donc, comment cette ligne, en même temps, était sur la ligne
qu'elle avait en matière de politique étrangère, notamment sur le conflit israélo-palestinien, qui est quand même un problème important en France, Ah oui. du fait qu'on a une forte communauté juive et une forte communauté d'origine maghrébine. Comment est-ce qu'elle arrive en fait à se retrouver sur quasiment les positions du mouvement Occident dans les années 70? Le mouvement Occident, c'est l'extrême droite étudiante dans les années 70. C'était les mecs qui faisaient la castagne, qui soutenaient les guerres des États-Unis au Vietnam, les bombardements au napalm, la colonisation. Eux, ils étaient héritiers des néoconservateurs américains. Occident, c'était ça. C'est avant les néoconservateurs. Là, on a affaire à l'extrême droite, je dirais européenne, avec les Madeleines, etc., qui font. Ça sera un autre sujet, dont il faudrait parler un de ces quatre. Là, on a affaire au réseau plus traditionnellement américain, on va dire. Voilà. Et donc, comme par exemple, je vous parlais de Grossouf tout à l'heure, qui avait servi de pointe de courroie de transmission entre l'extrême droite et la Mitterrandie, parce qu'il était proche. Il faut savoir que Grossouvre était un acteur important de ce qu'on appelle les réseaux Stand Behind, les réseaux Gladio. Ouais, il faut en parler aussi à l'occasion d'une vidéo. Etc. Donc voilà, comment est-ce que Marine Le Pen a changé radicalement de truc? Je crois qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas, qui s'est passé. Encore quoi? Qui l'a fait accepter de mettre sur orbite un type, Jordan Bardella, qui n'a aucune formation, aucune compétence à la tête d'un exécutif de quelque taille que ce soit. Il n'a même jamais géré une municipalité, un département, rien. Il n'a aucune fonction d'exécutif. C'est Macron, hein, c'est l'équivalent de Macron. Macron avait quand même une expérience ministérielle avant, et une expérience professionnelle, certes, dans la finance avant. Mais professionnelle. Je ne dis pas que c'est un type comme vous et moi, comme toi et moi, mais c'était une petite expérience quelque part, une petite expérience dans un ministère. Il était dans les réseaux attaliens, et puis il y avait cette expérience comme banquier d'affaires, etc., etc. Chez Bardella, on a un type qui a encore 9 ans de moins que Macron l'avait en 2017, qui n'a aucune formation. Les résultats de ses études étaient catastrophiques, aucune culture, qui n'a jamais exercé un métier, une profession, qui n'a jamais exercé de fonction exécutive dans aucun mandat que ce soit, et qui se retrouve en quelque sorte propulsé avec le concours, le soutien et la bénédiction de Marine Le Pen, quasiment en position d'être Premier ministre, voire Président de la République à sa place. Mais ça, personne ne se pose la question de ce tour de passe-passe, en fait. Il y a eu quoi? Des pressions sur Marine Le Pen? Comment ça se passe, en fait, ce changement radical et l'intronisation de Jordan Bardella et le changement de ligne du Rassemblement national? Il y a quand même des questions graves, en fait, qui se posent sur la réalité derrière. Alors, je pense que pour une grosse partie des gens, il n'y a pas de changements fondamentaux. C'est-à-dire qu'en matière de politique intérieure, je dirais, Marine Le Pen gère toujours, une aile souverainiste gaulliste de gauche, Jean-Philippe Tanguy, qui tient plutôt un discours qui était celui de Florian Philippot il y a quelques temps, sauf que c'est un profil un peu différent, qui est un profil assez vif, assez intéressant par ailleurs, un homme assez intéressant. Et puis on a de l'autre, par contre, la ligne Bardella avec les réseaux Bardella, les mecs qui soutiennent Bardella, et là derrière c'est du Bolloré, et pas que. C'est-à-dire, ce sont des milliardaires qui sont des milliardaires clairement néocons. Là, on est clairement sur une ligne qui est une ligne occidentaliste dure, guerre des civilisations, mais qui se planque littéralement derrière ce qui reste, je dirais, de gaullisme social. Oui, parce qu'en fait, là, ils sont en train de faire les coucous au sein d'un parti populaire qui est en tête de tous les sondages pour être sûr d'arriver au pouvoir d'une certaine façon. Mais il ne faut pas se leurrer, Bardella, c'est un leurre. En l'occurrence, sauf à croire, mais ce que je ne fais pas, sauf à croire que ce type, avec la formation, l'intelligence, la culture qu'il a, l'expérience qu'il a, etc., est arrivé là et s'est retrouvé dans cette situation à la force du poignet et grâce à ses compétences, etc., ce qui n'est pas le cas. Il a bien été poussé par des gens, donc il est activement poussé, mis en avant. Et c'est pour ça que je le compare à Macron, parce que ça a été la même poussée des oligarques et des milliardaires pour le mettre en avant et prendre le pouvoir par le biais de cet équipage. Et on voit la même chose avec Bardella en ce moment, avec Bolloré qui est particulièrement visible. Oui, sauf que c'est pas exactement les mêmes, parce que Bolloré n'était pas derrière Macron, on avait plutôt une configuration de milliardaires un peu différente. Mais c'était globalement le même dispositif. Ça reste quand même. Macron était cornaqué par une vieille femme et était soutenu par des milliardaires.
Voilà, donc on peut dire la même chose. Non, mais globalement, la question qui se pose, c'est Ouais. est-ce que vraiment on en est réduit au point ou est-ce qu'ils vont réussir à nous mettre dans un entonnoir, une sorte de, tu sais, le couloir anti-recul d'abattoir, tu vois, les trucs, les moutons qui peuvent Ouais. faire machine arrière, là. Est-ce qu'on va se retrouver dans une situation où, pour éviter d'avoir un Macron bis, ou pour éviter d'avoir un Mélenchon ou un danger islamo-gauchiste, comme ils le présenteront, on va se retrouver avec un type qui objectivement est détesté par 70% de la population française. Est-ce qu'on va finalement se retrouver par élimination, en quelque sorte, avec ce, excuse-moi, mais ce Duglan à la tête de l'État et pourquoi faire surtout et surtout, pourquoi faire Mais alors, ce qui est drôle, c'est que seulement, enfin, on voit la sauce qui est vendue par les médias oligarchiques, hein, c'est-à-dire que tu as Bardella qui monte, tu as Attal qui monte. Attal, c'est le même profil, hein, c'est-à-dire rien, réseau papa-maman, PS, Macronie, Bilderberg, donc lui, c'est plutôt côté trilatéral que néocon, et vas-y que je te pousse, et allez les cons, votez pour ça, quoi. Enfin, oui. à un moment, on peut pas appeler ça la démocratie. Faut appeler ça, je sais pas, un système de gestion. Alors c'est le principe managérial hein, qui est donc dans l'idéologie néoconservateur de dire les ploucs, ils sont là pour obéir. C'est un troupeau, on les gère comme un troupeau, et c'est nous qui décidons, quelle que soit la couleur politique. Et c'est un peu un jeu en fait, la politique. Alors bon, cette explication est possible. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'analogies entre Bardella et Attal. Bon, on a vu ce que donnait Attal, et je pense qu'Attal est nettement plus intelligent, nettement plus cultivé, nettement plus intelligent que Bardella. J'ai aucun doute là-dessus. Maintenant, ça s'est vu assez dans les débats qu'ils ont eus, c'était assez clair. Hein, on voyait vraiment le niveau de différence, de finesse, d'intelligence, etc. Je pense bien que moi, Attal, c'est pas ma tasse de thé. Hein. Mais bon, voilà, il faut faire le constat. Là, on va avoir un Attal des Kevin, quoi. Oui. Bardella. Donc on a un type qui a le même profil, simplement pour les catégories populaires, pour les classes populaires, qui sont désespérées de ne pas être entendues sur les questions d'immigration, qui sont désespérées de ne pas être entendues sur les questions de mondialisation économique et de perte de souveraineté, et qui vont voter pour un parti qui, globalement, est prêt, globalement, à se retrouver dans dans un dispositif de gouvernement. Pour faire quoi? Sous le contrôle de qui? Je ne sais pas. Une chose est sûre, c'est que pour moi, c'est le truc le plus hallucinant que j'ai vu ces dernières années. Déjà Macron m'avait halluciné. Je m'étais dit quand même là, wow. Mais alors Bardella, après, je ne sais plus. Après, voilà. On sait que Caligula avait réussi à nommer son cheval sénateur. Je ne sais pas ce qu'on aura après, quoi. Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on est là dans un moment de questionnement et d'errement politique assez majeur, parce qu'il n'y a plus de politique. Hein. Il y a ce jeu de marketing en disant il faut trouver le vecteur qui permettra à tel groupe d'oligarques ou tel groupe de milliardaires de prendre le pouvoir et vendre un truc qui n'existe plus, puisque la politique nationale, elle est déjà sous tutelle du FMI, de la Banque Centrale Européenne et de la Commission Européenne. Et ça, personne, que ce soit au Rassemblement National ou dans les autres partis, ne remet ça en cause. Donc on voit bien que déjà là, le jeu est extrêmement limité. Il peut y avoir des gens à l'intérieur du Rassemblement national, comme d'autres partis d'ailleurs, qui remettent ça en cause. Il y avait des gens intéressants, il y en a un qui est mort et qui s'est suicidé il n'y a pas très longtemps, Marlex, qui était chez les Républicains. Donc on ne peut pas mettre non plus tous les gens dans le même panier. On sait qu'il y a des gens bien partout, on est bien d'accord, je pense, tous les deux là-dessus. Il n'y a pas de... Dans tous les partis, on trouve des gens bien. Bon, ça existe, voilà. Donc il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas aussi au Rassemblement national. Bon, simplement, on a le problème de la compétence, c'est un problème lourd. C'est-à-dire que quand tu prends en charge une administration, un pays qui est la partie des 10 puissances, 10 plus grosses puissances militaires, puissance mondiale, c'est pas le jeu de la marraine, quoi. Enfin, voilà. On n'a même pas géré une municipalité de 300 habitants. Donc, imaginez que ces gens-là vont être capables de faire quelque chose d'efficace, ça paraît compliqué, en tout cas avec ce gars-là. Et quand on voit la façon dont ils ont réussi à se faire poisser dans des affaires de détournement de fonds publics, pour des questions d'affaires d'assistance parlementaire, en présentant des agendas antidatés, gribouillés à la main, avec les factures qui montrant qu'ils avaient été achetés 2 ans plus tard, etc. Tu te dis, est-ce qu'ils sont assez cons pour faire un truc comme ça? Oui, ils l'ont fait. Donc, imagine ces gens-là à la tête de l'État, quoi. Donc, tu te dis, là, bon, effectivement, après, tu as du mal à imaginer ce qui se passe, ou plutôt si, tu peux commencer à le deviner. On aura atteint le stade d'incompétence et donc très probablement de carnage social, de carnage intérieur en quelque sorte, de décrédibilisation de l'État
français à un point tel que s'imposera inéluctablement une réponse, mais au niveau européen. Bah, c'est un peu le but, on a l'impression, non? C'est déjà le but avec Macron. D'abord, L'endettement maximum. leur faire. Bon, d'abord, si possible, alors il peut y avoir des tas d'objectifs. Moi, je ne suis pas un spécialiste des coups de billard à 5 bandes parce que je ne suis pas câblé pour ça. Ce que je vois simplement, c'est qu'effectivement, le boulot, l'entonnoir, le bout de l'entonnoir se rapproche. Et ça commence effectivement à devenir, depuis déjà un certain temps, c'est préoccupant, mais ça commence à devenir problématique. Évidemment, la solution serait qu'on ait un phénomène Trump. Alors, je ne dis pas un Trump, hein, on n'est pas obligé d'en prendre un tout orange comme ça, avec ses bouts de shot et avec ses chaises dorées, et puis bon, voilà. On n'est pas obligé de trouver ça. Mais on a besoin, je pense, la France est en attente, effectivement, d'une expression populaire et compétente qui casserait un peu qui casserait le jeu. Je l'attends pas comme le miracle ou comme le sauveur, mais parce que quelque part la nature est hors du vide. Quand tu crées une aspiration, quand tu crées une dépression quelque part, tu attires irrémédiablement les nuages. Donc, alors il y a plein de gens qui vont dire ah oui, mais alors et l'UPR, et les Patriotes, et Philippot, et Branco, et machin, etc. En disant mais ils sont là, pourquoi ça prend pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche pas? Alors pourquoi ça marche pas? Alors d'abord, pour que quelque chose marche, il faut que ça puisse marcher. Jusqu'à maintenant, il fallait que ça puisse marcher contre les médias mainstream. Oui. C'est moins le cas aujourd'hui. Et ça commence un peu à casser, ouais. Non, mais ça, c'est ton boulot, c'est le boulot de tous les gens qui font ça, et ça commence à commencer. Si tu fais le cumul de tous les médias alternatifs aujourd'hui, ça commence à faire énorme, quoi. On commence à faire des millions et des millions de vues, des centaines de millions. Les libertés, le monde moderne, machin, etc. Si tu mets tout ça bout à bout, les Omerta, les machins, les chaînes des unes des autres, des machins, et tous les autres. C'est énorme. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, il y a 5 ans, tu avais une vidéo de temps en temps à regarder, 2-3 intéressantes par semaine. Aujourd'hui, tous les soirs, tu as 3, 4, 5 vidéos qui sortent. Tu as quasiment tu as 5 heures de programme dispo, provenant des uns des autres, machin. Donc c'est énorme. C'est énorme. Voilà. Donc ça change les choix. Ils essaient de mettre la main sur les réseaux sociaux et sur Internet, évidemment, parce qu'ils ont bien compris que c'était là que tout allait basculer. Et donc, c'est probablement parce qu'on réussira à maintenir des capacités de mobilisation, d'entraînement et d'information alternative, qu'on créera la possibilité dans la population de croire assez encore à l'avenir pour être capable de s'enthousiasmer par un type qui va leur dire la vérité à un moment ou à un autre et qui, si possible, soit sincère, mais ça on ne le saura jamais. Une chose est sûre, c'est qu'en politique, ce ne sont pas les plus vertueux qui gagnent. Il faut être roublard, il faut être malin, c'est un boulot de politique, voilà. Et on est dans un système où, malheureusement, il ne suffit pas d'avoir de bonnes idées ou une formation ou d'avoir un peu de courage, etc., pour réussir. Il faut que les gens... Il y a un truc que les gens, la plupart des mecs qui font de la politique, n'ont pas compris, c'est que l'incarnation, ça ne se décide pas. L'incarnation, c'est tu l'as ou tu ne l'as pas. Quand les gens voient De Gaulle, ils voient les rois de France. Tu peux dire ce que tu veux, tu peux penser ce que tu veux de lui. Tu vois son tarin de 3 mètres, là, ses oreilles qui battaient là, qui ressemblaient à Jumbo, avec son képi machin. Les gens, bon, donc il y a dans l'inconscient collectif, si on est jungien, mais il n'y a pas besoin d'être jungien pour y penser, dans l'inconscient collectif, il y a des mythes politiques. Et donc, en France, il y a une attente de mythes politiques, il y a l'attente de quelqu'un qui, quelque part, allume chez les Français cette idée que ça, c'est bien de chez nous. Ça, c'est bien nous, ça. C'est pas de chez nous, c'est ça, c'est nous. Ça, c'est nous. Et donc, il y a un moment, ils vont le voir. Ils vont le voir. Ils vont voir un type qui... Tiens, je vais te donner un exemple. Rappelle-toi de l'affaire José Bové, à ces débats. José Bové, il a fallu... Les gens sont aperçus après qu'il était un peu gogol, qu'il était gentil, mais que c'est un ultra-gauchiste et que donc son adéquation avec les problématiques de la population était quand même assez problématique. Un écolo plus qu'un ultra-gauchiste, parce qu'après, il a quand même été centriste européen comme tous les autres. Son écologie était assez basique quand même. Bon, ça, je suis assez bien passé pour le savoir. Mais bon, il avait des qualités personnelles, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un court moment, et ça fracturait tout. Ça pétait tout dans les médias, les machins. Un court moment, les gens ont reconnu quelque chose. Mais c'est Besancenot aussi. Avec ses moustaches,
avec ses dents, machin, faisant lever de la victoire après avoir démonté un McDo. C'était le Gaulois, quoi. Voilà. C'était Astérix. Le Gaulois réfractaire. Et donc, les Français connaissent à nouveau leurs incarnations politiques. Et donc, tu peux te démener comme tu veux. Je dis ça pour tous les gars dont tu me parlais tout à l'heure, les Branco, les Philippot, les machins, etc. Tu peux te démener tant que tu veux. C'est pas la question, c'est pas ce que tu dis, en fait. Est-ce que quand tu vas dire et quand tu vas te positionner, ce que tu vas faire et ce que tu vas dire, c'est qui le dit. Si tu as ton voisin qui est énarque, que tu respectes, qui te dit je vous préviens, vous avez intérêt à prendre un petit peu d'avance et à faire vos courses pour 2 semaines et à faire un peu de trucs, et que tu as le même mec qui est complètement alcoolique, qui est bourré, ou qui passe son temps à faire la fiesta toute la nuit, qui te dit la même chose, tu ne l'écouteras pas de la même façon. Bon, tout simplement parce que le message dépend, l'efficacité d'un message dépend de la personne qui l'émet. Ouais. Mais on peut dire, par exemple, Asselineau, son message, il a vraiment porté. Ça fait des années qu'il le porte, mais on peut dire qu'il a quand même une force pour dire les choses. Sa dernière sortie sur Zemmour, agent du Likoud, voilà, c'est quand même... Il ose dire les choses. Alors, Asselineau est un très bon influenceur. Ben voilà, c'est déjà ça. Ah, mais je te dis pas l'inverse. Mais je te dis pas l'inverse. Non, mais là, on était en train de parler politique, si tu veux. Oui, d'incarnation. Alors après, voilà, ça se décrète pas, comme tu dis. C'est c'est-à-dire, Asselineau, de fait, est un type intelligent, extrêmement brillant, avec une culture générale énorme, etc. Il a ses défauts. Bon, on en a tous. Mais pourquoi est-ce qu'il réussit pas politiquement? Il réussit pas politiquement parce que voilà. C'est autre chose. Éventuellement, si j'étais vache, mais je lui dirais la même chose s'il était face à moi, si évidemment, si Frère Tuck faisait partie des idéal types des idéal types politiques français, peut-être qu'effectivement les gens se diraient putain, ça y est, c'est Frère Tuck qui est revenu. Mais non. Attends, on a Robin des Bois, on a Juan Branco. Voilà, donc en Robin des Bois, tu vois. Donc Branco, etc. Je veux pas tous les charrier. D'ailleurs, je le fais avec sympathie, c'est pas le but. C'est pas le but. Avec empathie, affection, mais en fait, la personne qui va sortir de tout ça, c'est une personne qui aura déjà convaincu simplement par le regard. Les gens poseront le truc dessus, il aura dit 2 mots, tiens, passe-moi le sel, déjà les gens sauront que c'est lui. Voilà. Donc il y a un moment où ça va sortir. Il y a un moment où il y a quelqu'un qui, quoi qu'il dise, par ce qu'il porte, par sa vie, par la gueule qu'il a, par ce qu'il incarne, par ce qu'il émet, par ce qu'il dégage, créera quelque chose dont la gauche a vraiment horreur et qui l'a fait qu'effectivement on est dans un phénomène très complexe qui est l'incarnation du pouvoir en fait. Et les Français sont des vieux catholiques, c'est un vieux pays de culture catholique, un vieux pays donc où le catholicisme c'est l'incarnation, et donc on s'intéresse à la façon dont le pouvoir s'incarne chez les gens. On s'intéresse à la gueule des gens, à leur prestance, etc. Je vais donner un dernier exemple, quand Emmanuel Macron, qui avait globalement bien pigé ça à son départ. C'est-à-dire, à son début, Macron tu sens qu'il a conscience, il a lu Les 2 corps du roi. Il sait ce que c'est que le prestige politique, il sait ce que c'est que le truc, etc. Et chasser le naturel, il revient au galop, il organise une manifestation avec des drag queens africains sur le perron de l'Élysée, et là, patatras, tout le monde se dit... Ah, marche plus. Voilà. Et donc, les Français sont en attente de solutions, d'une politique, évidemment, mais ils sont surtout en attente d'une personnalité, d'une personne qui va être capable de l'apporter et en qui ils pourront avoir confiance. Dont ils se diront, quels que soient les margoulins dont il va se retrouver forcément entouré, et il y en aura, ou les types plus ou moins efficaces, machin, il va faire, il est avec nous, c'est nous. Voilà. Et ça va venir. Ouais, mais parce que si ça vient pas, tu auras une myriade de petits partis avec des personnalités dedans qui ont les qualités qu'elles ont et les défauts qu'elles ont, qui vont faire chacun 0,5% à 3% quand elles auront de la chance, vraiment quand elles auront de la chance, et tu auras un système qui continuera à fonctionner, à imposer ses candidats à chaque fois. Ben c'est le cas. Parce qu'on peut dire, bon, ça va arriver, mais quand tu vois qu'Emmanuel Macron peut être élu, quand tu vois Jordan Bardella qui est vendu comme la nouvelle saucisse à la mode qu'il faut absolument essayer, etc. Édouard Philippe même, qui essaye qu'à un cas de surexister dans les sondages, mais qui est là quand même. Le système politico-médiatique est quand même extrêmement efficace et bien fermé à cette...
idée d'un candidat qui sortirait de ce système et qui arriverait et qui incarnerait. Tout est fait pour éviter cette incarnation quand même, hein. On nous Oui. parle quand même de fauve politique en parlant de Gérald Darmanin. Oui, oui, mais c'est vrai. Mais bon, on ne sait pas à quoi sert Bardella, on va le savoir très vite, hein, mais je pense qu'il va servir à autre chose que ce à quoi il pense. Ils vont tous redescendre d'un cran, à mon avis, rapidement. Parce qu'il n'est pas là pour ce qu'il croit, à mon avis. Mais il y a un moment, effectivement, il va y avoir il y a une attente. Il y a une attente d'incarnation. Ça va se faire, il faut simplement que ça prenne. Ce que je sais, enfin l'intuition que j'ai, c'est plutôt une intuition autre chose, on n'est pas vraiment dans le rationnel là. L'intuition que j'ai, c'est que quand ça se passe, moi je l'ai vu quelques fois se passer, dans d'autres pays, un peu en France aussi, etc. Quand ça se passe, c'est totalement incontrôlable et ingérable. C'est-à-dire tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire toutes les émissions que tu veux, tu peux blablater, ça passe pas. Voilà. Donc on a une période où si on veut que globalement le contrôle des stress et des émotions échappe, je dirais, à la gestion médiatique, à la médiacratie actuelle, il faut continuer à alimenter effectivement toute la périphérie médiatique. Il faut créer les conditions pour que globalement, quand ça va se passer, et ça va se passer, c'est-à-dire quand effectivement des personnalités ou une structure, bref, quelque chose émergera, c'est peut-être déjà en cours au moment où on parle, et on ne le sait pas, il y ait des chaînes de conduction, c'est quasiment de l'électricité, tu sais, hein, c'est qu'il y a des chaînes de production de stress qui parcourent l'ensemble de la société, qui puissent être touchées sans que globalement les médias, la médiacratie puisse rien faire. Mais on l'a vu avec les Gilets jaunes, hein, sans parler d'incarnation, mais même s'il y a eu des figures, hein, évidemment, des Gilets jaunes, mais c'est un mouvement, s'il n'y avait pas eu une répression d'État ultra-violente, qui pouvait totalement changer la donne, et qui était incontrôlable, ni par les syndicats, ni par les partis, ni par les médias. Là, ça a été vraiment une révolution dans ce sens-là. Oui, et je pense qu'on n'en a pas aussi bien à gauche qu'à droite, pour des raisons totalement différentes, on n'en a pas tiré tous les enseignements encore qu'on avait à en tirer. Non. On a fait une émission ensemble, mais bon, on était nombreux à parler, il fallait que chacun s'exprime et que c'était normal, etc. Mais je pense qu'on n'a pas fait, et du point de vue de la gauche et du point de vue de la droite, c'est-à-dire qui sont des sociologies plus qu'autre chose, hein, parce que globalement, les gens de droite, ce sont des gens qui ne sont pas de gauche, pour faire simple. Ils n'ont pas parfois rien à voir en commun les uns avec les autres, etc. Et dedans, tu as peut-être des gens qui sont plus à gauche que certains types qui se réclament de gauche et qui sont de... Bon, bref. Donc, tout ça est un bordel sans nom et on est évidemment dans des catégories qui sont tout à fait superficielles et qui veulent pas dire... ton débat avec Bégodeau, d'ailleurs, dans un autre média indépendant. Moi, je pense qu'effectivement, on n'a pas tiré tous les enseignements de ce mouvement parce que ce mouvement est comme on dit maintenant, un signe précurseur. Oui. Alors, ce que je voudrais, c'est que ce ne soit pas le signe précurseur d'un mouvement de désinhibition violent qui finisse par se transformer en répression d'État, en répression policière, en répression militaire et en dictature plus montée par l'OTAN et l'Union européenne. Une excuse à un nouvel ordre de contrôle total, quoi. Parce qu'on a l'impression, c'est un peu ce qu'attendent, si on regarde, pour revenir à ton livre, hein, sur les néoconservateurs, la couverture avec le drapeau européen, on n'a pas assez parlé, je pense, de l'Union européenne, mais clairement, on voit que dans la pensée de ces européistes, il faut encore un nouveau choc pour imposer l'Europe fédérale, pour aller encore plus loin dans la dépossession des États-nations, et le choc, dans la tête de tous, visiblement, c'est la guerre face à la Russie, hein. On a entendu le chef d'état-major des armées parler d'un choc majeur dans 3 à 4 ans, l'objectif 2030, réarmer, moderniser les armées, les Anglais sont sur la même ligne, et on sent que pour eux, il faudra un choc pour imposer cette Europe fédérale que personne ne veut. Et donc, elle sera là, un peu comme la Seconde Guerre mondiale a été là pour mettre en place les États-Unis, gendarmes du monde, l'État-nation. Or, c'est un suicide, ce choc. Il ne faut pas dire les choses autrement. Pourquoi ces gens-là sont-ils aussi malfaisants ? Globalement, alors ça, je ne peux pas répondre à cette question. Il y a des tas d'explications possibles. J'en parcours quelques-unes. Enfin, je fais allusion à quelques hypothèses possibles. Hein. Il y a des hypothèses métaphysiques, religieuses. Il y a les hypothèses sociales et, je dirais, anthropologiques de base. Les hommes sont ce qu'ils sont, etc., etc. Oui. Il y a beaucoup de raisons pour en parler un autre jour, si tu veux. Mais
pour la concomitance, hein, en tout cas, c'est ce qui faisait que tu me posais la question d'ailleurs tout à l'heure, tu me disais est-ce que Macron est un néocon, et que je te disais non, c'en est pas un. Tu as globalement aujourd'hui une alliance tacite entre les néoconservateurs et les trilatéralistes en Europe, globalement sur un objectif, qui est celui de continuer à mener cette guerre en Ukraine le plus longtemps possible, c'est du moins comme ça que ça fonctionne depuis 3 ans, Oui. Et de refuser toute hypothèse de machin, etc., avec plusieurs objectifs. Le premier, c'est que ça devienne un stress vital pour les populations européennes qui servent en fait à justifier des transferts de souveraineté sur la défense notamment, Oui. vers l'OTAN et vers l'UE, ça fait partie du package. Ça, c'est évident. Que ça serve à légitimer des mesures de censure intérieure sous le prétexte de lutter contre l'influence russe, contre les réseaux russes, contre les espions russes, contre certaines colonies, etc. Là, on est typiquement dans une logique macartiste de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Hein. C'est exactement ce qui permet le verrouillage à ce moment-là. Et c'est comme ça que l'État fédéral américain verrouille tout aussi. Et donc, on a affaire à ça. On a affaire globalement à des gens qui sont, pour des raisons différentes, d'accord sur le fait que ça vaut quand même le coup de continuer. D'abord parce qu'il y a des mecs qui ont des armes à vendre. Les États-Unis sont très contents parce que globalement, ils savent que l'industrie européenne ne produira pas les armes qu'on va acheter. Et donc, il va falloir qu'on les achète chez eux. Donc, les Américains n'ont pas de raison de s'élever contre. Même si Donald Trump n'est pas sur une ligne néocon, il est quand même sous influence des néoconservateurs. On voit ce qui se passe au Venezuela. Même si, objectivement, l'opération des États-Unis au Venezuela peut être analysée du strict point de vue, je dirais, de la maîtrise de ces rimlands par les États-Unis. On n'est pas obligé de penser politique impérialiste mondiale pour analyser la position des Américains au Venezuela. En Amérique du Sud, hein, oui, bien sûr. Alors, et en Amérique du Sud, d'une façon générale. On est là dans une politique qui est une politique un peu différente. Il y a, encore une fois, il y a beaucoup de conservateurs qui sont favorables à cette politique-là, enfin, en tout cas, au fait de mettre au pas, en quelque sorte, et mettre sous contrôle surtout les ressources du Venezuela, et de ne pas avoir un pays qui puisse ne pas avancer à leurs adversaires dans les décennies qui viennent. Le prix Nobel de la paix, d'ailleurs, a été remis à une opposante vénézuélienne qui s'est empressée de dire qu'elle allait, si elle arrivait au pouvoir, et que c'était le but, privatiser beaucoup de réserves et qu'il y aurait vraiment beaucoup d'argent à se faire pour tous les gens, et notamment pour les Vénézuéliens, mais surtout pour les Américains. Et c'est là qu'on voit sa deuxième proposition qu'elle a mis en valeur, hein, alors que personne ne dit rien, c'est annoncer qu'elle allait transférer l'ambassade du Venezuela à Jérusalem. Hein. Aussi, voilà. Donc, on est en plein là dans clairement. Là, le message est clair. On sait qui elle parle. Un pion néoconservateur, le Nobel de la paix. Elle dit aux néoconservateurs, venez, je suis avec vous. Je vais tout mettre en magasin et vous allez pouvoir vous sucrer. Donc, les industries de l'armement, les industries, je dirais l'union de tous les corporates, de tous les pouvoirs financiers, des transnationales, de l'énergie qui pèse énormément, des transnationales, des besoins fondamentaux de l'État américain de maîtriser les terres rares et le pétrole et les ressources pétrolières du Venezuela, plus les objectifs géopolitiques de viser à maîtriser son environnement immédiat, ce qui pousse d'ailleurs la Russie à faire la guerre qu'elle fait en Ukraine, etc. C'est une logique de tous les États qui cherchent à sécuriser ce qu'on appelle leur Rimland. Tout ça peut s'entendre, on voit bien où ça va, c'est de la réelle politique, quelque part. On est d'accord, pas d'accord, on en pense qu'on veut, on n'aime pas Maduro, on aime machin. On sait que leurs arguments à la con sur le thème de lutter contre la drogue au Venezuela, tout le monde prend ça à la rigolade. Même à droite, même chez les conservateurs, les mecs, ils ont un sourire ils ont une banane dès qu'on leur parle de ça. Donc tout le monde sait que bien sûr, c'est bidon. Ouais. La question, c'est est-ce qu'ils vont pouvoir le faire? C'est pas encore sûr, on verra bien. Mais voilà. Une chose est sûre, c'est qu'effectivement, le grand jeu continue. Il faut l'analyser avec, et je crois que c'est un peu notre boulot à tous, il faut l'analyser avec le plus de cartes historiques entre les mains, essayer de comprendre ce que les gens ont fait pour comprendre ce qu'ils font aujourd'hui, c'est quand même utile. Mon essai, c'est pas un essai. Mon but, c'était d'expliquer, en fait, c'était une commande, mon but, c'était d'expliquer, de donner une vision claire de ce mouvement à travers une politique qui s'étend sur plusieurs décennies et qui continue aujourd'hui à se déployer, à se développer. Il est possible que les néoconservateurs, quelque sorte, disparaissent, ou en tout cas refluent, probablement en Europe, puisqu'ils sont en train de nidifier dans l'Union européenne, et qu'aux États-Unis, une nouvelle branche
qui présente beaucoup d'analogies sur certains points, mais pas tout à fait. Une nouvelle branche se met en place, qui globalement poursuit des objectifs à peu près analogues sur un certain nombre d'objectifs. C'est ce qu'on appelle les NatCon, les nationaux conservateurs, qui sont, du point de vue de la politique étrangère, à peu près sur la même ligne que les néoconservateurs, sauf qu'ils ne sont pas impérialistes. Donc ils ne veulent pas faire intervenir directement les Américains dans des guerres à l'extérieur, mais utiliser une politique de proxy systématiquement. Ils considèrent qu'Israël a les moyens aujourd'hui d'assurer sa défense par elle-même, donc ils lui fournissent des armes, des moyens d'interception, un appui de renseignement quand c'est nécessaire, etc. Mais ces gens-là ne sont plus favorables à ce qu'on envoie des boys dans des guerres en Irak ou ailleurs, parce qu'ils savent que les Américains ne les accepteront pas. Donc ils ont un discours qui est un discours plus anti-impérialiste. Ils disent en gros, oui, les États-Unis doivent s'occuper de leurs problèmes intérieurs, redevenir une nation, remettre les institutions sous contrôle, etc. Ça, c'est la version. Mais ils gardent dans les objectifs internationaux, c'est-à-dire soutien inconditionnel à Israël, soutien aux pays, les mêmes réseaux qui soutiennent Milei, qui soutiennent la nana là, qui veulent installer à la place de Maduro au Venezuela et tant d'autres. On est dans la même politique fondamentalement. Ouais. Sauf qu'on va utiliser plus souvent, on va être dans une politique de proxy qui est un peu la politique qui avait été mise en place par les États-Unis dans les années 60, qui visait en fait à globalement installer dans tous les espaces qui étaient susceptibles de basculer des forces susceptibles de, je dirais, de se battre en leur nom propre à eux, pas au nom des États-Unis, mais en leur nom propre à eux, et d'utiliser en fait les velléités nationalistes, par exemple, des uns et des autres, pour globalement bloquer leurs concurrents géopolitiques. Donc, c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire la manœuvre en Europe, elle est évidente, enfin sur l'Ukraine, sur le fait d'avoir toujours cette zone de déstabilisation à l'est de l'Europe occidentale, enfin de dire la Russie doit être confrontée à ce bloc qui va être soutenu. On voit bien qu'avec cette logique-là, c'est le grand échiquier, la guerre en Ukraine n'est pas près d'être terminée en réalité. Alors là, entre les NatCon et les néocons, là où il y a aussi un différentiel d'analyse, on va essayer de synthétiser, là encore pareil, c'est des mots, tout ça, parce que tu sais, il y a des sensibilités, des gens qui passent de l'un à l'autre, qui évoluent sur les questions, qui ne sont pas tous d'accord, c'est beaucoup plus complexe. J'essaie de simplifier pour que les gens cernent un gros général. Les grands enjeux, les équipes en présence. Voilà, c'est ça, en gros, les grosses équipes en présence, on va dire, il y a des transferts assez réguliers. Voilà. Donc, on a des gens qui, globalement, ont compris qu'on ne pouvait pas, que les États-Unis, et d'une façon générale, ce qu'ils appellent l'Occident, ne s'en sortira pas en continuant à faire une guerre à sa propre population à l'intérieur, sous-entendu par l'immigration, par la déconstruction sociale et culturelle, etc., etc. En gros, faire la guerre à la population à l'intérieur. Voilà. Ce qu'on vit depuis quelques années quand même. On vit depuis quelques années, qui a d'ailleurs les moteurs principaux d'ailleurs de la montée du Rassemblement national et de la montée du sentiment de droite, du besoin de protection dans la population, qui a besoin de protection culturelle, normative, économique et démographique, etc., etc. Ça, voilà. Donc il y a des gens qui, chez les NatCon, disent « Ok, les gens ont besoin d'être protégés, il faut qu'on leur tienne ce discours-là, il faut qu'on s'occupe de nos problèmes, qu'on règle nos problèmes intérieurs. » Et puis par ailleurs, cette politique des néocons qui a consisté à s'en prendre à la Russie n'a eu qu'un objectif, n'a eu qu'un effet, c'est de jeter la Russie dans les bras de la Chine. Et ça, pour nous, c'est une catastrophe, parce que la Russie tout seul, la Chine tout seul, se regardant en chien de faïence, et nous autour, c'était gérable, même avec nos problèmes intérieurs. Mais par contre, nous, avec nos problèmes intérieurs, nos problèmes économiques, la défiance de nos populations à l'intérieur, plus la Chine et la Russie ensemble, et là, on est mal barré. Voilà. Mais alors, ce qui est terrible, c'est que quand on écoute certains politiques, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, Valérie Hayé, qui est patronne du groupe Renew au Parlement européen, ces gens-là nous demandent de faire la guerre à la Chine et à la Russie en même temps, parce que l'Europe doit montrer qu'elle est forte. On est là dans l'antre de la folie, en réalité. Oui, alors il ne faut pas trop les prendre au sérieux, parce que non, mais ils sont des débiles. Hein. Ce sont des... Non, mais surtout, Valérie Hayé, elle est très limitée, la pauvre. Hein. C'est une fille qui est très simple, qui est d'ailleurs assez proche de Jordan Bardella. Hein. Jordan Bardella a manifesté il l'a soutenu, sa sympathie et son admiration pour elle à deux reprises. On a affaire là à des gens qui, globalement, ne réfléchissent pas. Mais les gens qui réfléchissent derrière eux,
sont effectivement pris entre deux feux. Entre, je dirais, les néocons qui veulent continuer à faire la guerre partout, c'est-à-dire au bloc sino-russe, et puis les gens qui font de la réelle politique, les NatCon, qui sont peut-être pas totalement différents dans leurs objectifs ultimes, mais qui savent, eux, qu'il n'y a pas de victoire possible dans un Occident où la grosse partie de la population a envie de les pendre à un réverbère, et face à un adversaire, un bloc sino-russe, avec, je dirais, la puissance économique, financière et technologique de la Chine, et la puissance diplomatique, politique et militaire et énergétique de la Russie. Le bloc que forment ces deux forces-là ensemble est en plus très séduisant pour une grosse partie. Pourquoi est-ce qu'ils observent ce soutien à la Russie dans l'opinion publique en France notamment, etc. Bon, il y a des gens qui sont globalement plutôt pro-russes, des fois parce qu'ils connaissent la Russie, qu'ils aiment bien le modèle poutinien, qui leur paraît se ressembler par certains aspects au modèle politique gaulien, etc. Et qui rêveraient d'avoir un chef d'État comme ça à la tête de la France. Mais il y a une autre raison plus fondamentale, c'est que les gens, par principe, se solidarisent des ennemis de l'oligarchie contre lesquels ils se battent en France. C'est-à-dire que quand Macron est à 11% d'opinion favorable dans l'opinion publique française, il faut comprendre que ça veut dire qu'il y a 89% de gens qui ne le supportent plus. Voire plus, hein. Ça c'est des sondages, donc on peut imaginer que c'est beaucoup plus en réalité. Et comme l'existence médiatique de ce type consiste à 80% de son temps à expliquer que les Russes sont ses ennemis, et que Poutine est son adversaire, dans les 89%, il y a des gens qui commencent à se dire que si Poutine est l'adversaire de Macron et que Macron est notre adversaire, alors peut-être que Poutine n'est pas notre adversaire. C'est con, mais c'est aussi bête que ça. Et ça fonctionne. Dans toute une partie de la population, il n'y a pas besoin d'être pro-russe ou d'avoir une culture politique là-dessus. Non, c'est juste le rejet de Macron qui fait qu'il y a tellement envie de pendre au réverbère les Starmer en Grande-Bretagne, qui fait une politique épouvantable pour les Anglais, les Merz, ce banquier d'affaires lui aussi, qui vient du même milieu que Macron, c'est-à-dire c'est un ancien Goldman de Goldman Sachs, pardon, BlackRock, et Macron qui vient de chez Rothschild. Ces mecs-là font des politiques désastreuses, ils ont un taux d'approbation très limité dans leur population. À chaque fois qu'ils passent leur journée après journée, à expliquer en long, en large et en travers par la bouche de leurs ministres, de leurs représentants, de leurs porte-parole et eux-mêmes que l'ennemi c'est la Russie, l'ennemi c'est la Russie, au bout d'un moment, les gens se disent nous on a envie de te prendre un lampadaire, donc peut-être que la Russie, c'est peut-être ton ennemi à toi, mais c'est peut-être pas la nôtre, c'est peut-être pas le nôtre. Alors pourquoi la Russie c'est l'ennemi de ces gens-là? Il y a deux raisons. Il y a deux raisons simultanées. La première, c'est que la polarisation contre la Russie leur offre un prétexte pour renforcer ses transferts de souveraineté vers l'Union européenne. Ah oui. Et en fait, ça marche comme ça. C'est-à-dire que tu as besoin d'un ennemi pour unifier le groupe. Enfin, je vais pas trop faire de. Sauf que ça marche pas là. Tu vois bien que eux, ils sont rejetés par leur population. Donc pourquoi continuer à jouer à ce jeu-là si ça marche pas? Parce que les Russes sont globalement moins caricaturaux que ça et que c'est très difficile de faire passer Poutine pour un énergumène. Et que donc leur communication ne prend pas. Voilà, globalement, ça ne prend pas. Il y a une partie des gens chez qui ça prend. D'ailleurs, à l'intérieur du Rassemblement national, tu as des gens qui sont sur une ligne tout à fait complètement macronienne. Sur la ligne identitaire, etc. Il y a une russophobie réelle aussi. Des gens qui commencent à haïr les Russes. Comme Thionnet, par exemple, qui est un conseiller de Bardella pour les affaires politiques étrangères, et sur une ligne, il se promène avec les types de CR aux frontières contre la Russie, etc., etc. Il va en Ukraine, etc. C'est un pro-guerre. C'est un type qui est parfaitement dans la ligne de la politique de Macron. Donc on peut imaginer que si demain ces gens-là se retrouvaient à la tête de l'exécutif, j'ose même pas l'imaginer quand je vois le niveau, mais bon, cauchemardons 2 minutes, on se dit que la politique qu'il mènerait ne serait pas fondamentalement différente de celle que mène Macron aujourd'hui. Oui, bien sûr. Donc le tout, c'est qu'ils ne peuvent pas le dire à la population parce que globalement, leur électorat n'est pas sur cette ligne-là. Eh oui. Voilà. Donc il faut continuer à ménager la chèvre et le sou, c'est-à-dire à dire des choses que oui, quand même. Donc c'est une stratégie de prise de pouvoir à long terme sur les populations, de dire on va finalement s'extraire de la démocratie nationale locale, le vote, la présidentielle, pour passer à cette technostructure managériale, l'Union européenne, le fédéralisme, et là, enfin, on sera tranquille. Oui, et peut-être que pour passer plus facilement à cette technostructure managériale au niveau européen, peut-être qu'un petit renforcement de la panique aux frontières dans un conflit militaire
avec si possible un état de guerre quasi civile ou de dégradation générale violente dans un ou plusieurs États européens nécessitant l'intervention de moyens de l'armée, de l'OTAN, de la police, de machin, etc. Et des transferts de souveraineté qui vont avec, parce que dans l'urgence on fait ce qu'on veut, c'est bien connu. Hein. On n'a jamais fait autant de progrès technologiques et d'innovation que pendant les périodes de guerre, parce que par définition, la guerre est désinhibante. Donc, toutes les verrous éthiques sautent et les gens sont prêts à accepter n'importe quoi en temps de crise. On a vu ce que ça donnait au niveau Covid, en période Covid. C'était le début et c'était rien du tout à côté. Mais il faut imaginer que si vous réussissez à cumuler simultanément une crise intérieure, une crise sociale intérieure, du fait d'un gouvernement d'incapables prenant des décisions débiles, au hasard, hein, suivez Moria, un gouvernement d'incapables prenant des décisions débiles et mené par des ânes qui se retrouvent à la tête d'un pays qui est à feu et à sang en l'espace de 6 mois, avec simultanément un renforcement de la menace russe de l'autre côté, parce qu'on leur aura fait quelques crasses, etc. Et que vous avez tout ça en même temps, bon, je crois qu'on ne sera pas très loin du moment où, aux Gilets jaunes, on commençait à voir des forces de sécurité dans plusieurs pays européens commencer à se balader dans les l'Eurofort, ce qu'on appelle l'Eurofort. Bien sûr, où on envoie des gendarmes des Pays-Bas venir casser la gueule aux Français pour expliquer que c'est pour leur bien. Mais d'ailleurs, un des responsables de la gendarmerie nationale expliquait que dans le cadre d'une opération à l'Est où Macron enverrait des hommes et où il y aurait des Français qui seraient contre, la gendarmerie se préparait à ce scénario et à dire faudra taper sur la gueule des Français qui ne veulent pas la guerre. Oui, alors le con l'idiot qui a raconté ça, évidemment, lui, ce qu'il voulait, c'est qu'on lui vote des budgets pour l'achat d'armes pour la gendarmerie. Mais ils en ont déjà plein. Il a oublié qu'il était filmé, ce crétin. Donc, alors, il disait, justement, grâce à ça, on a fait passer 120 millions pour l'achat de machin, il faudrait 10 millions de plus, machin, parce que du coup... taper sur la gueule des Français. On a bien compris. Si les Français seraient d'accord. Non, on te confirme qu'effectivement, avec un gouvernement, avec un chef de l'État qui a 11% d'opinion favorable, si demain ils se décidaient effectivement à entrer en guerre, je pense qu'il y aurait quelques problèmes en France, je te le confirme. Mais ce qui est bien, c'est de temps en temps, ils sont filmés, ils s'en rendent pas compte et la vérité sort, quoi. Alors il va se faire taper sur les doigts parce que c'était un peu évident, du coup, mais ça fait du bien, ces petits moments de vérité où là, ça craque. C'est quand même impressionnant. Non, il y a un mélange de... Là, je crois qu'il y a un problème de communication. Il faut voir comment ces gens-là sont choisis aussi. Voilà. La sélection fonctionne aussi dans le milieu militaire depuis longtemps. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. La courtisanerie. Le problème, c'est qu'on a un phénomène de cour en France assez terrible, et on voit comment sont nommés les responsables du Louvre, de la haute administration. C'est simplement lequel est le plus lèche-botte, et ça fonctionne à merveille. Sauf que c'est pas les plus compétents. C'est moins qu'on puisse dire. Donc, c'est le bon côté des choses, c'est qu'on a affaire vraiment à des ânes battés, mais qui se présentent encore devant nous sous les ordres de la République. Oui, ils ont ce prestige. Les titres et les attributs, quand tu vois Julien Audoul, tu connais député de la Nation. Le cursus de Julien Audoul. Du mannequinat. Député de la France, député du peuple français. Tu regardes, tu te dis, ok, donc imagine que Ercilla, je ne sais plus comment elle s'appelle, la pauvre, etc. Voilà, il y en a partout, mais en fait, effectivement, la dégradation de niveau dans la politique française est catastrophique. Dans le monde militaire, ça fait déjà un bout de temps que c'est pareil. Il y a des contre-exemples, évidemment, bien sûr, mais tout ça est assez verrouillé par le haut, par le bas, c'est assez compliqué. C'est pour ça que je n'attends pas que ces gens fassent des choses intelligentes. Je crois même plutôt qu'ils sont assez capables de se tirer une balle dans le pied. Donc, on ne peut pas tout provoquer. Il faut être le plan, philosophe, regarder, faire un tableau général de la situation, s'asseoir un petit peu au bord de la rivière pour attendre de voir passer quelques cadavres, et se lever quand le moment est venu et au moment où effectivement les choses sont prêtes. En attendant, ce qu'il faut, c'est créer les conditions pour que la viralité ou la conduction électrique des stress, c'est-à-dire des réactions et la simultanéité d'ajustement, c'est comme les molécules d'eau dans un verre quand ils se refroidissent, on connaît ça dans les lois de la thermodynamique. Quand tu as toutes les molécules d'eau qui s'alignent pour faciliter la dissipation thermique et donc le refroidissement de l'eau, tu as exactement ça, c'est-à-dire qu'à un moment, les choses s'alignent
Et elle ne s'aligne pas parce qu'il y a un programme, parce que quelqu'un est arrivé, machin. Elle s'aligne parce que c'est le bon moment. C'est comme ça. Parce que tu as un niveau de décrédibilité, de perte de crédibilité totale des institutions. Or, un État qui ne te protège pas, qui t'expose même, qui t'emprisonne si tu défends ton droit ou ta propre sécurité parce qu'il ne le fait pas lui-même, et qui simultanément veut continuer à avoir le monopole de la violence légitime, ce genre de truc, par exemple, ça passe pas. Tu vois, typiquement, le monopole de la violence légitime de l'État, c'est la contrepartie du fait qu'il assure ta protection. Ouais. Sauf que c'est en train de tomber. Voilà. S'il n'assure pas ta protection, la question de la légitimité de son monopole de la violence légitime se pose. Voilà. Bien sûr, elle se pose gravement depuis les Gilets jaunes, et on a vu après Sainte-Soline. On a tout ça, et il faut que les choses se décantent. Il faut faire le travail pour que globalement, effectivement, on contourne par un maillage, je dirais, l'ensemble du dispositif de contrôle médiatique et institutionnel, de façon à ce que quand les choses vont se cristalliser, elles prennent tout de suite. Eh ben, c'est ce qu'on fait ici au Monde Moderne. Alors n'hésitez pas à mettre un cœur, un pouce sous la vidéo, à la commenter, à la partager et à vous abonner surtout au Monde Moderne, parce que nous créons les conditions de ce maillage. Et puis si vous voulez vraiment, c'est un petit livre qui se lit très bien, où vous avez toute l'histoire, les tenants, les aboutissants, et aux États-Unis et en Europe sur le mouvement des néoconservateurs de notre invité Laurent Ozon aux éditions Géopolitique Profonde. N'hésitez pas, c'est vraiment passionnant comme l'était cet entretien, et vous aurez quelques clés pour comprendre qui est qui dans ce jeu d'échecs à l'échelle mondiale, puisque c'est le grand échiquier, c'est vraiment ça. On a l'impression qu'il y a des pions et que nous, on est encore sous les pions. C'est vraiment terrible. Mais les médias indépendants sont là justement pour qu'on puisse prendre le temps de discuter, de découvrir et de s'informer. Alors, je compte sur vous, abonnez-vous, et puis n'hésitez pas, les néoconservateurs, Laurent Ozon, c'est disponible maintenant. Merci beaucoup, Laurent. C'est moi. Je te remercie. Et puis à bientôt, et à demain pour une nouvelle émission. Au revoir. Ciao.